le 18-20. Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h18 est un financier qui murmure, dit-on, à l'oreille d'Emmanuel Macron. Il est ancien numéro 2 de la Banque mondiale et dirige aujourd'hui un fonds d'investissement dit responsable. Bonsoir Bertrand Badré. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez Voulons-nous sérieusement changer le monde? C'est aux éditions MAM. On va évidemment en parler. D'abord, peut-être votre réaction. Que pensez-vous de ces nouvelles mesures de restriction à Marseille, fermeture des bars et restos? C'est arbitraire et c'est une forme de dictature sanitaire, dit la maire de la ville, Michel Rubirola. Votre réaction? Ma réaction, c'est parce qu'il y a à la fois toujours la difficulté d'imposer de Paris quelque chose à Marseille. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est très ancien. Et surtout, ça pose la question très délicate qui, d'une certaine manière, a été mise sur le tapis il y a 20 ans avec le 11 septembre 2001, où finalement, dans ces périodes de crise, on accepte un certain nombre de glissements auxquels on finit doucement par s'habituer. De liberté individuelle, vous voulez dire, de restriction, de contrôle de soi, J'avais écrit pendant la crise, paraphrasant Talleyrand, qui a dit qui n'a pas connu la France en 1780 ne sait pas la douceur de vivre. Oui. Et quand j'explique à mes enfants qu'il fut un temps où on allait dans les aéroports et qu'on vous demandait rien, ils vous regardent avec des yeux ronds, ah bon? Et donc on a tout ce mouvement de contrôle qui pour partie est compréhensible et pour partie repousse des limites et qui, à mon avis, ça va être difficile de faire marche arrière. On va prendre l'habitude de ces contrôles et on va plus se rendre compte. Enfin, c'est une espèce de glissement progressif, non pas du plaisir, mais du contrôle. Mais vous partagez le point de vue de ceux qui disent on en fait trop, on est dans une forme de dictature sanitaire aujourd'hui? En tout cas, je pense qu'on peut se poser la question. Ouais. C'est vraiment les points de vue sont partagés, mais ce qui est bien, c'est que la parole commence à être plus libre et on commence à disputer les positions. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on peut pas juste partir dans une seule direction. Il n'y a pas de débat. On en discute dans l'opinion publique. Certains prennent la parole publiquement. Des penseurs, des gens qui incarnent une forme de morale, ou en tout cas des philosophes, des gens comme ça, des économistes aussi. Mais il n'y a pas de débat. Non, ce que je crois important, vous posez vraiment une excellente question. Il faut qu'on rouvre le débat. Il y a trop de choses qu'on impose. Je me rappelle, vous étiez pas né, mais on parlait de pensée unique il y a 25 ou 30 ans. Et la pensée unique, c'était le cercle de la raison. Quand même, je plaisante, je provoque. Mais c'était censé être le cercle de la raison. Oui. Et donc, on ne pouvait pas se définir dans la pensée unique. Et je pense qu'on doit débattre dans la société de tous les sujets. Bien. Parce que je vous pose la question en tant que ancien numéro 2 de la Banque mondiale, financier, économiste que vous êtes. Notre pays a-t-il encore les moyens de mettre au chômage des milliers de personnes? 450 milliards d'euros ont été mis sur la table avec les mesures de chômage partiel, avec les prêts garantis par l'État, avec toutes ces mesures pour soutenir l'économie. Et c'était nécessaire. Le plan de relance aussi, 100 milliards d'euros. Cette fois, les caisses sont vides. Ouais, elles sont pas vides au sens où le système permet qu'on emprunte et qu'on se projette dans l'avenir. Je le disais à mes étudiants il y a 25 ans, on peut emprunter tant qu'on vous prête. C'est une tautologie, mais ça veut dire que tant que le système abreuve, on peut continuer. La vraie question qui est très difficile à modéliser, c'est jusqu'à quand la confiance demeure. Pour moi, l'ingrédient clé aujourd'hui, c'est on a confiance. Question de la confiance dans la science et la médecine, question de la confiance dans les banques centrales. Le jour où le doute s'insinue, où les gens disent mais au fait, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Ça peut s'effondrer. Mais ça peut ne jamais arriver, comme ça peut arriver demain. Enfin, faut pas se raconter des histoires. On y est déjà à ce point de bascule. Je crois pas. D'une certaine manière. Non, parce que la réalité, c'est qu'on continue à vivre. On s'affole, on discute, mais la réalité, c'est que le système a fonctionné. On a fait, c'est ça qui est très impressionnant, on arrive à des ordres de grandeur dont on n'a plus la mesure. On a fait en 3-4 mois en 2020 ce qu'on avait mis 3-4 ans à faire il y a 10 ans. La Réserve fédérale ou la Banque centrale européenne ont mobilisé 2 ou 3 000 milliards d'euros ou de dollars en 3 mois, ce qu'elles avaient mis 3 ans à faire au cycle précédent. Donc on apprend. Alors la question, est-ce que la prochaine crise, on le fera en 2 à 3 jours? Je pose la question parce qu'il y a des économistes aujourd'hui, comme Christian Saint-Étienne par exemple, qui disent le nombre de morts, dépression et faillites résultant de ces mesures est colossal, bien pire, au bout du bout, que les dégâts du Covid. Quand on regarde froidement et cliniquement, oui, la difficulté, c'est le problème de gouverner dans un monde qui est celui d'aujourd'hui. On peut pas décider, il n'y a pas un endroit où on arbitre entre économie et humanité. On aurait envie de faire les deux, on le sait pas, et donc on navigue, suivant les pays, plus ou moins efficacement. Il y a vraiment, les gens se rappellent ou ne se rappellent pas. D'ailleurs, on a oblitéré la mémoire de la grippe de Hong Kong il y a 50 ans. Donc les gens ne se rappellent plus. Oui. Il y a eu le même nombre de morts, le même nombre de victimes, etc. Et on n'avait pas fait les mêmes choix. Voilà. Donc, simplement, je pense que dans 50 ans, la relation à la vie, la relation à la mort a changé. À l'époque, évidemment, on était en forte croissance, donc il y avait du ressort dans l'économie, ce qu'on a moins aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on rentre dans ce que les anglo-saxons appellent un uncharted territory. Les manuels d'économie ne décrivent pas ce qu'on vit aujourd'hui. Donc il est urgent de les réécrire. Bertrand Badré, votre ouvrage,
Ça s'appelle donc Voulons-nous sérieusement changer le monde? C'est une sorte de radioscopie du capitalisme mondial à l'aune de cette crise sanitaire. Est-ce qu'il faudrait en changer pour un monde meilleur? C'est un livre que vous avez écrit pour partie pendant le confinement. Alors comme le rappelle Éric Orsena qui a écrit votre préface, Churchill disait « Ne gâchons pas une bonne crise ». Qu'est-ce que vous entendez par là ou qu'est-ce qu'il entend par là? Ce que nous entendons, parce que c'est un sujet dont j'ai beaucoup débattu avec lui, d'une certaine manière, on a gâché la crise précédente. La crise précédente, c'est la crise financière, crise du subprime, crise de l'euro, en gros 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et à l'époque, on a colmaté les brèches. Alors on l'a fait de manière assez intelligente. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. En 1929, on avait fait ça de manière très stupide et on a eu la guerre mondiale. Là, on n'a pas eu la guerre mondiale. On a tenu bon. Simplement, on n'a pas repensé le système. Ce système qui a été, je dirais, rafistolé et heurté de plein fouet par le Covid. Et le Covid remontre en fait les rustines et montre que ces rustines sont fragiles, ne répondent pas à la question. Et donc, ce que je souhaite dans ce livre, c'est dire, saisissons. Alors, c'est pas très beau de dire profitons du Covid, c'est pas très heureux comme formule, mais saisissons l'opportunité du Covid pour changer ce qui peut l'être. À partir du moment où on met des milliers de milliards d'euros dans le système, autant les mettre dans la bonne direction. Avec un mot d'ordre, Bertrand Badré, que vous écrivez d'ailleurs noir sur blanc, page 150, le capitalisme, j'y crois, c'est un bon modèle, dites-vous, mais le capitalisme actionnarial ou financier doit être recanalisé. Vous pointez d'ailleurs l'explosion des inégalités, le déclin des classes moyennes. Il y a un risque, dites-vous. Vous pensez, comme l'affirment certains économistes, qu'on est en train de tuer aujourd'hui les classes moyennes avec finalement demain des riches de plus en plus riches et puis une classe moyenne paupérisée? Oui, moi je pense que c'est le vrai, enfin c'est pas le vrai sujet, il y a plusieurs vrais sujets évidemment, on priorise ceux sur lesquels on travaille par construction, mais la période dans laquelle on rentre, qui est une période caractérisée par des taux extrêmement bas, fait que quand vous êtes déjà du bon côté de la barrière, que vous avez quelque chose, je vais être très provocateur, si vous avez un premier milliard aujourd'hui, on vous en prête un deuxième à zéro. Et avec ce deuxième, vous pouvez investir dans des produits qui vous rapportent beaucoup. Et quand on n'a rien, et quand vous avez rien, vous voyez le bateau s'éloigner. Oui. C'est ce qui explique, selon vous, par exemple, la crise des Gilets jaunes. C'est une crise d'angoisse, de déclassement de la classe moyenne? C'est en partie ça. C'est effectivement cette rupture dans les perspectives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, on voit que ce type de crise arrive quand les choses vont plutôt mieux. Mai 68 est un bon exemple. Les Gilets jaunes, c'est le moment où le chômage baisse, le pouvoir d'achat augmente. En général, quand ça va très mal, c'est pas historiquement là que se passe la révolution. Mais on prépare le terrain de la révolution à venir. Et c'est vrai que ces inégalités qui vont croître, mécaniquement, avec les taux d'intérêt zéro, les égalités vont croître mécaniquement. Ceux qui ont vont voir leur patrimoine augmenter, ceux qui n'ont pas vont voir la marche pour accéder au patrimoine s'élever devant eux. Bertrand Badré, est-ce que vous murmurez, comme on le dit toujours, à l'oreille d'Emmanuel Macron? Il y a plein de gens qui disent qu'ils murmurent. Je n'ai pas choisi le titre de l'article auquel vous faites référence. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, comme beaucoup, d'échanger avec lui. J'ai un rôle public. Je copilote le One Planet Lab, sur lequel on réfléchit aux interactions entre climat, biodiversité, océan et finances. Je vous pose la question avec un peu de malice. Parce j'ai bien compris. Quand on vous lit et qu'on suit la politique appliquée par l'exécutif, on a l'impression qu'il ne vous écoute pas beaucoup, Emmanuel Macron. D'abord, il est président de la République, il doit faire des choix. C'est un job extrêmement difficile par les temps qui courent. Il y a un certain nombre de choses qu'il a faites. Pour moi, la loi Pacte était quelque chose d'extrêmement intéressant. La relance, le plan de relance qui est sur la table aujourd'hui, avec notamment l'accent mis sur la relance écologique, un certain nombre de conditionnalités, la baisse des impôts de production, un certain nombre d'équilibres qui vont dans la bonne direction. Les conseillers sont pas les payeurs. C'est très facile de dire on devrait faire ça. Voilà mon livre, il y a qu'à le mettre en œuvre. Ça marche pas comme ça. Bien, vous lui accorder encore du crédit pour bien sûr résoudre et résorber ces inégalités que vous pointez dans votre livre. Merci Bertrand Badré d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle le titre de cet ouvrage passionnant. Voulons-nous sérieusement changer le monde? C'est aux éditions MAM.